Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors après 10 émissions d'introduction consacrées au Talmud, à ses origines, à son histoire, à sa valeur spirituelle, nous entrons donc aujourd'hui, à partir de ce jour, de cette émission, dans l'étude talmudique proprement dite, et c'est pour nous un petit peu un défi. Nous allons tenter de réaliser ensemble et avec nos auditeurs une étude talmudique radiophonique avec, en commençant, nous l'avions indiqué lors de nos émissions d'introduction, en commençant par le premier traité du Talmud, c'est-à-dire Brachot, les bénédictions. La première question qu'il faut se poser avant de pénétrer dans le texte lui-même, c'est de se demander pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi a voulu commencer par le traité de Zeraïm, puisque nous l'avons signalé l'autre fois, la Masechet Brachot, le traité des bénédictions, est le premier traité de ce Seder, puisque nous avions rappelé que la Mishnah est divisée en 6 rangées, et la premier traité de la première rangée qui a pour nom les Zeraïm, c'est-à-dire les semences, c'est-à-dire tous les problèmes liés au travail de la terre et aux produits de la terre. Donc la question est de savoir pourquoi commencer par le travail de la terre, les produits de la terre, pour ouvrir ce monde de la Mishnah. Et je voudrais simplement vous citer l'explication qu'en donne Maïmonide dans son commentaire de la Mishnah, justement, et qui dit que la nourriture, c'est finalement la condition de toute vie. Il faut manger pour vivre. Et si c'est la condition de toute vie physique, c'est obligatoirement aussi la condition de toute vie spirituelle. Donc logiquement, si on veut commencer l'étude de la manière de servir Dieu, il faut d'abord commencer par étudier l'étude de savoir quoi manger et comment manger. En quelque sorte, on retrouve ici c'est une idée qui n'est pas nouvelle, puisque la première mitzvah qui avait été donnée au premier homme, c'était bien une mitzvah qui concernait le fait de manger ou de ne pas manger, d'un fruit justement, d'un fruit de l'arbre, donc de quelque chose qui sort de la terre. Et alors, pourquoi Brachot ? Pourquoi Brachot ? Là, le Maïmonide, qui répond également à cette question, donne une image qui est relativement moderne et qui dit que s'il y a un médecin compétent qui veut préserver la santé de son patient, il veillera avant tout à lui assurer un régime diététique correct. Et que pour cette raison, du point de vue de la halakha, du point de vue de la loi juive, un régime diététique correct, c'est une alimentation qui est précédée par une bénédiction. Parce qu'on n'a pas le droit de manger sans remercier Dieu qui nous a donné cette nourriture. Il y est dit plus tard, c'est d'ailleurs un thème qui est longuement développé plus loin dans ce traité. Nous n'aurons pas, je pense, malheureusement, l'occasion de l'étudier, où il est dit que celui qui mangerait quelque chose sans remercier Dieu auparavant, c'est quelqu'un qui vole à la fois Dieu et la communauté d'Israël. Et donc, il était logique de commencer ce traité qui parle de l'alimentation. Ça devient logique, d'après cela, de parler également des bénédictions. Alors, ce qu'il faut tout de suite dire à nos auditeurs, c'est que la halakha classe les bénédictions en différentes catégories. Il y a donc là, j'ai évoqué les bénédictions que l'on fait à propos du repas, à propos de ce que l'on mange. En fait, ça rentre dans une catégorie plus large qui s'appelle les brachot anénin. Les brachot sur les jouissances, et ce qui englobe pas seulement le fait de manger, mais par exemple aussi le fait de boire et aussi le fait de respirer. Par exemple, les boréminé besamim que nous récitons lorsque nous respirons quelque chose qui a un bon parfum. Mais à part cela, il y a encore les brachot hashevar veoda'a, c'est-à-dire toutes sortes de brachot que l'on récite pour remercier Dieu à toutes sortes d'occasions de la vie, quand nous disons Shecheyanu, Dieu qui nous a fait vivre et qui nous a permis d'atteindre telle ou telle fête, par exemple, quand nous achetons ou nous revêtons un nouvel habit, toutes sortes d'occasions où les Chachamim ont dit qu'il fallait remercier Dieu pour avoir toujours dans l'esprit que Dieu est présent en permanence dans notre vie. Et il y a une troisième catégorie qui est la catégorie des birkot à mitzvot,
c'est-à-dire des bénédictions que l'on récite à l'occasion de l'accomplissement d'une mitzvah. Bien, alors j'ouvre la première page donc du Talmud, de ce traité. Nous avons d'ailleurs, je le signale à nos auditeurs en face de nous, à la fois un exemplaire classique et puis nous avons également un exemplaire du Steinsaltz, de la fameuse traduction et commentaire de Steinsaltz. Et on peut rappeler très brièvement que cette traduction est plus, je dirais qu'elle est plus pratique, elle est plus facile, elle est plus facile d'accès en tout cas pour les débutants, puisque le Talmud est traduit en hébreu moderne et puis il est également ponctué, oui, et vocalisé. Alors, il y a donc un commentaire en hébreu moderne, ce qui est intéressant pour nos auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec l'étude du Talmud, mais qui connaissent l'ivrite, l'hébreu moderne. Alors, donc, j'ouvre ce traité et nous découvrons ensemble, Monsieur le rabbin, la première page qui commence, bien entendu, comme tous les traités du Talmud, par la Mishnah. La Mishnah dont le sujet est la Kriyat Shema, la lecture du schéma. Oui, et là également, cela peut surprendre parce que je venais de dire que le traité est consacré aux bénédictions et nous voyons que la première Mishnah ne parle pas des bénédictions mais parle d'autre chose, c'est-à-dire de la récitation du schéma. Le schéma, c'est Shema Israël. Shema Israël, c'est un verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est la devise d'Israël bien connue. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Mais quand nous parlons ici de Shema, c'est de tous les 3 paragraphes, en fait, qui constituent l'ensemble de ce qu'on appelle le Shema. Qui est une partie essentielle de la prière. C'est une partie centrale de la prière du matin et de la prière du soir. Il n'y a pas de prière il y a une prière l'après-midi, mais il n'y a pas de Shema l'après-midi. Et cela pour une raison très simple, qui fera d'ailleurs l'objet central du passage talmudique que nous avons sous les yeux, c'est que lorsque la Torah nous fait obligation de réciter ces versets, elle précise Beshorbecha ou Vekumecha, à ton coucher et à ton lever. Donc à ton coucher, donc une lecture du Shema le soir, et à ton lever, une lecture du Shema le matin. Alors une question se pose, puisque vous venez de dire que nous venons de dire que ce traité s'intitulait Brachot. Il s'agit donc d'étudier les bénédictions. A priori, on ne parle pas du schéma. On ne parle pas du schéma. Alors, je vais vous présenter peut-être ici quelques réponses qui ont été formulées par les commentateurs. Et commençons par la plus ancienne, c'est-à-dire le Rambam, qui donne une réponse finalement très simple et très logique, qui va dans la suite de ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que, à partir du moment où il fallait traiter des bénédictions, et que Rabbi Yehuda Hanassi avait le choix entre les bénédictions consacrées au mitzvot ou par exemple à la jouissance, il était presque normal de commencer par les bénédictions sur les mitzvot. Il fallait donc qu'il choisisse un exemple de bénédiction sur une mitzvah. Or, dit Maïmonide, quelle mitzvah allons-nous choisir sinon celle qui est la seule dans son genre à être récitée tous les jours 2 fois, ou à être accomplie plus exactement. Il n'existe pas d'autre mitzvah qui est accomplie quotidiennement, tous les jours, quels que soient les jours de l'année. Il n'y a pas un jour dans l'année où on n'est pas 2 fois par jour à accomplir cette mitzvah. Donc il fallait commencer par les bénédictions qui entourent la lecture du Shema, car nous verrons que cette lecture du Shema, donc qui sont en fait une récitation de versets de la Torah, ces versets de la Torah doivent être, par une prescription rabbinique, entourés, encadrés par des bénédictions avant et après. Alors comment étudier ces bénédictions avant d'étudier la mitzvah qui en est finalement le prétexte, ou plus que le prétexte, qui en est la raison d'être. Et c'est pourquoi il fallait donc avant tout nous pencher sur la mitzvah de la lecture du Shema. Et la première question qui va être posée par la Mishnah, c'est de savoir... Qui va nous permettre d'étudier les bénédictions qui entourent cette Kriyat Shema. Oui, mais avant de voir les lois concernant ces bénédictions proprement dites, on va d'abord s'interroger sur le temps de la récitation du schéma. Et c'est le sujet de cette Mishnah. C'est cela. On peut peut-être commencer à lire immédiatement la première phrase. Mais Eimatai, Korin et Shema, à partir de quand lit-on le Shema? Nous verrons la suite plus tard. La deuxième réponse que j'aurais voulu également donner
et qui nous ouvre une perspective différente et qui est due à Rabbeinu Yeshaya. Je pense que c'est un auteur italien. Bon, je rappelle tout de même Âge. la question parce qu'il faut que ce soit bien clair pour les auditeurs. La question que je posais, c'était de savoir pourquoi finalement, dans un traité où on est censé parler des bénédictions, pourquoi est-ce que la première question que l'on pose est de savoir quand on lit le schéma, quand on lit cette prière écoute Israël, ce qui a priori n'a pas de rapport avec les bénédictions. Mais vous venez de montrer que si, et donc il y a encore une autre réponse. La seconde réponse fait référence à un verset des psaumes, Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est la sagesse de la Torah, la sagesse du judaïsme, celle qui se trouve dans l'étude de la Torah, c'est à laquelle on accède par l'étude de la Torah. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est un thème qui est développé dans le Talmud de très nombreuses fois. C'est que l'étude et la sagesse ne doivent pas être quelque chose de strictement intellectuel, comme une gymnastique intellectuelle déconnectée de la réalité. Elle doit aller de pair avec la piété et la crainte de Dieu. Et de ce point de vue, si on considère que l'étude de la Gemara, donc l'étude de la sagesse, il était bon de commencer par une mitzvah qui, elle, est plus particulièrement consacrée à la crainte de Dieu. Parce que, qu'est-ce que l'on dit dans le schéma? La première phrase, d'abord, c'est la profession de foi du judaïsme, c'est l'affirmation du monothéisme. Donc, le fait que Dieu est unique dans le monde et que nous devons craindre Dieu. Et les deux autres thèmes, donc en fait le thème du premier paragraphe du schéma qui est extrait de la fin de la paracha de Vaïtranan, c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire que chaque homme affirme par cette lecture qu'il accepte sur lui l'autorité, le principe de l'autorité de Dieu. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, il accepte de faire ce que Dieu lui dira. Et la deuxième partie, c'est le deuxième paragraphe qui commence par les mots Ve'aya im Shamoa, et qui se trouve dans Parashat Ekev, dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome également, un peu plus tard dans la Mishnah. Dans cette deuxième paragraphe, l'homme accepte effectivement d'accomplir tous les commandements de Dieu. Donc il était normal d'introduire donc cette mitzvah qui en fait exprime la soumission volontaire et librement consentie de chaque juif à se mettre au service de Dieu, qui devait servir d'introduction à l'étude de la Torah.
rabbin Guggenheim, vous venez de nous donner un certain nombre d'éléments de réponse à propos de la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi commence-t-on par s'interroger sur l'heure de la lecture du Shema Israël au tout début de Brachot, du premier traité du Talmud? Vous nous avez donné deux éléments de réponse. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui. On a, si vous voulez brièvement rappeler, la première, c'est simplement un problème de logique juridique. On parle d'une bénédiction qui se réfère à une mitzvah. Alors, traitons la mitzvah d'abord, c'était la réponse de Maïmonide. Nous avions une seconde réponse qui faisait référence au lien nécessaire entre l'étude et la crainte de Dieu, et qui est cristallisé par la lecture du schéma. Et il y a maintenant une troisième ouverture que je voudrais vous donner, parce que le schéma qui est tellement riche ne fait pas seulement référence aux deux valeurs que j'ai déjà citées, mais à une troisième mitzvah dont nous avons déjà beaucoup parlé dans cette émission, et qui est la mitzvah de l'étude de la Torah proprement dite. On dit le shinantam, le vanecha, le dibarta bam. Tu les enseigneras à tes fils et tu en parleras. De quoi? Des paroles de la Torah, de l'ensemble de l'étude de la Torah. Et donc, de ce point de vue, un auteur a dit, Tiferet Israël, Rabbi Israël Lifshitz, un auteur allemand qui a fait tout un commentaire sur la Mishnah, a dit que il y a un thème assez répandu également dans le judaïsme, selon lequel l'étude doit toujours précéder l'action. Si on veut agir conformément à ce qui est demandé, il faut d'abord savoir comment agir. Donc, il faut d'abord étudier et ensuite pratiquer. Par conséquent, il était nécessaire, dans un traité qui se réfère, ou l'ensemble de la Mishnah, qui est finalement un code de pratique, savoir comment accomplir les commandements de Dieu, il est bon avant tout de faire référence à une mitzvah qui est à la fois pratique et étude, c'est-à-dire à l'étude de la Torah. Mais moi, j'irais un petit peu plus loin, je dirais que dans la mesure où, quand on ouvre une Gemara, on veut maintenant entrer dans le monde de l'étude de la Torah, il paraissait tout à fait normal et logique et judicieux de commencer, de faire une référence à une mitzvah qui intégrait en elle-même, justement, la mitzvah d'étude de la Torah. Donc, en étudiant le temps de la lecture du Shema, Rabbi Yehuda Hanassi nous fait un clin d'œil et nous dit, vous êtes maintenant en train de rentrer dans ce monde de l'étude de la Torah, et vous êtes du même coup en train d'accomplir, sans même peut-être vous en rendre compte vraiment, la mitzvah, cette grande mitzvah de l'étude de la Torah, à propos de laquelle il est dit que Neged Kulam, elle équivaut à toutes les autres. Voilà, alors donc cette mitzvah de l'étude de la Torah, eh bien nous y sommes, on y va, monsieur le rabbin Guggenheim. Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes à la toute première page du premier traité Brachot du Talmud. Oui, on n'a d'ailleurs pas signalé qu'elle commence page 2, c'est encore une particularité. Page 10, page 2 sur votre édition, page 10 sur mon édition qui se trouve donc en face de moi et qui est l'édition Steinsaltz. C'est ça. Alors sans plus perdre de temps, lisons ensemble la Mishnah. Meimatai korin et shema be'aravin. À partir de quand lit-on le schéma le soir? Là, je signale qu'il y a différentes versions. Nous avons Be'aravin, les soirs, c'est-à-dire les soirs de toute l'année. Mais dans l'édition de la Mishnah, il y a aussi des éditions de Mishnah sans Talmud. Là, on dit Be'arvit. Et ça, c'est une terminologie qui est peut-être plus familière à nos éditeurs. Arbit, c'est la prière du soir. Ça revient finalement pratiquement au même. À partir de quand lit-on le Shema le soir? Réponse de la Mishnah. Misha'a she'akohanim Nichnasim lechol bitrumatan, à partir du moment où les prêtres peuvent rentrer, manger leur terouma. À dessein, je ne traduis pas ces termes qui nous prendraient trop de temps. Maintenant, pour répondre, c'est simplement une première lecture, si vous voulez, de ce début de Mishnah. Quelques indications tout de même sur ce terme de trouma. Alors, d'abord peut-être de Kohanim. Les Kohanim, ce sont les prêtres qui, à l'époque où le temple existait, étaient chargés d'accomplir le culte justement des sacrifices. Et la terouma est un prélèvement que l'on effectuait sur les denrées végétales, que tout propriétaire, tout paysan devait donc prélever sur sa production, et qui devait être confié, donné
au Kohen qui seul avait le droit d'en consommer. Et alors cette Mishnah semblerait suggérer qu'il y a donc c'est une sorte de dîme. C'est une dîme, c'est pas une dîme, parce qu'une dîme c'est un dixième, et que la terouma c'était pas un dixième, c'était une autre quantité, mais en tout cas c'est quelque chose qui a la différence de la dîme. Je ne sais pas en tout cas s'il y a un mot français qui... On traduit prélèvement. Prélèvement. Il y a prélèvement, ça fait partie des prélèvements, il y en a plusieurs, mais on le traduit, le prélèvement destiné aux prêtres, en quelque sorte. Et donc cette Mishnah, mais ça demande à être explicité, laisserait entendre qu'il y a un temps particulier pour la consommation par les Kohanim, par les prêtres de cette terouma, et que c'est ce temps-là qui par hasard est le même à partir duquel on peut effectuer la lecture du Shema du soir. Donc c'est déjà beaucoup de questions, enfin en tout cas au moins deux en une. Continuez. Ad sof hashmora arishona. Et là, curieusement, on a fini de parler de la question de à partir de quand, et sans poser la question, on répond à une nouvelle question qui est et jusqu'à quand. Donc il y a déjà deux parties. On a traité le début du temps, et maintenant nous allons nous demander jusqu'à quand on peut lire le Shema du soir. Atsof hashmora arishona divrei Rabbi Eliezer. D'après les paroles de Rabbi Eliezer, eh bien on peut lire le Shema jusqu'à la fin de la première garde. Je vous réserve la lecture de Rashi. Alors que la Mishnah n'a pas encore, on le répète, alors que la Mishnah n'a pas encore posé la question. Elle la posera jamais. Elle a sous-entendu. Elle a sous-entendu et elle y répond directement. On n'est pas habitué à ce genre de formulation, mais effectivement, il y a souvent des non-dits. Alors la première garde, c'est-à-dire? Eh bien, nous verrons peut-être la prochaine fois dans Rashi qu'il s'agit de la division de la nuit en trois parties et que la première garde, c'est le premier tiers de la nuit. Mais tout cela demandera à être explicité. Il faut que nos auditeurs comprennent qu'on ne peut pas tout découvrir d'un seul coup. Et il y a une progression dans l'apprentissage et dans la compréhension des termes. La suite. Vachachamim, ceci était l'opinion de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim atratzot. Par contre, les sages disent que ce n'est pas jusqu'au premier tiers, mais jusqu'à la moitié de la nuit. Donc les sages nous donnent encore un laps de temps un peu supplémentaire. Et Rabban Gamliel dit Ad sheyale amud hashachar, jusqu'à ce que monte la colonne de l'aube, donc jusqu'à la fin de la nuit. Donc, en résumé, si vous voulez résumer ce que nous avons étudié dans la Mishnah jusqu'à présent, à partir de quand lit-on le Shema le soir? C'est à partir du moment où les prêtres peuvent manger leur terouma. Et jusqu'à quand peut-on lire cette mitzvah, accomplir cette mitzvah la nuit? Eh bien, il y a trois avis là-dessus. Rabbi Eliezer qui dit que c'est seulement à partir jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Les Chachamim qui disent que c'est jusqu'à minuit. Et Rabban Gamliel dit que c'est en fait toute la nuit jusqu'au matin. Monsieur le rabbin, je vous remercie. La prochaine fois, nous poursuivrons cette étude. Nous essaierons de répondre à quelques-unes des questions que nous avons abordées aujourd'hui, ce qui nous permettra d'ailleurs immédiatement de nous poser d'autres questions qui seront, je pense, encore plus nombreuses. Et puis on continuera donc l'étude de cette Mishnah. Merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Bonjour à tous, deuxième émission consacrée à la lecture et à l'étude de Brachot, les bénédictions, le premier traité du Talmud. Monsieur le rabbin Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors la fois dernière, nous avions lu ensemble la première partie de la première Mishnah de Brachot.
Oui, alors nous allons peut-être, pour nous remettre dans le bain, la relire rapidement une fois encore. Mais Matai Korinet Shema Ba'aravin, à partir de quand peut-on lire le Shema le soir? Misha'a Shakohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan, à partir de l'heure où les Kohanim, les prêtres, mais je ne traduirai plus maintenant les prêtres, tout le monde sait ce qu'est un Kohen, les Kohanim ont le droit de manger leur prélèvement, le prélèvement qui leur est destiné, Atsof Hashmora Rishona. Et cette lecture peut être effectuée jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, d'Ivrei Rabbi Eliezer, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, Vachachamim Omrim Atratzot, alors que les sages disent non, ce n'est pas jusqu'au premier tiers, c'est un peu plus tard, c'est jusqu'à minuit, c'est-à-dire minuit, milieu de la nuit, l'entendons-nous, c'est pas le minuit des montres. Et Rabban Gamliel Omer, Hatcheale Amud HaShachar, que c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que monte la colonne de l'aube, c'est-à-dire en fait jusqu'à la fin de la nuit. Bien. Alors revenons un petit peu sur ce texte. Bon, la première phrase, les premiers mots sont assez clairs. À partir de quand doit-on lire le schéma le soir? On rappelle que la lecture du schéma est ordonnée dans le schéma lui-même, dans la prière elle-même, et on dit qu'il faut réciter le schéma le matin et le soir. Et le soir. Mais ce qui est dans le premier problème, bon, les Kohanim, vous avez expliqué brièvement la fois dernière ce que sont les Kohanim, les prêtres. Shmisha chez Kohanim Nichnasim Lechol Betrumatan. Et on avait dit donc que Troumas, c'est donc un prélèvement. Oui, alors la question qui se pose, c'est qu'on découvre dans cette Mishnah qu'il y a une sorte d'horaire qui est prescrit pour le prélèvement, pour manger ce prélèvement, alors que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est justement comme les Kohanim n'avaient pas de part à la terre d'Israël, au temps où les enfants d'Israël vivaient sur leur terre. C'est pourquoi Dieu leur avait donné cette terouma comme un... Donc une sorte d'impôt, entre guillemets. Un impôt qui leur permettait de vivre. Donc les enfants d'Israël donnaient à ces Kohanim régulièrement, et c'était de ça qu'ils vivaient. Donc ils pouvaient manger de ça à toute heure. Alors qu'est-ce que ça signifie à partir de l'heure où ils en mangent? Ça voudrait dire qu'on ne peut pas manger, que les Kohanim ne pouvaient pas manger à n'importe quelle heure. Oui, mais cela est faux. Alors nous jetons un coup d'œil dans Rashi brièvement. Pour ceux qui ont un texte, c'est le premier Rashi, donc le premier Rashi sur la Mishnah, le premier Rashi sur le Talmud, et qui nous dit en fait qu'il s'agit ici de Kohanim chez Nitmeu, c'est-à-dire des Kohanim qui ont été rendus impurs. Alors là, ça éclaire tout, parce que la terouma, c'est un prélèvement sacré. Il y avait des prélèvements qui n'avaient pas de caractère sacré. La dîme qu'on donnait aux Lévites, par exemple, c'était quelque chose dont on pouvait faire ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. La terouma, c'était pas ça. C'était quelque chose qui s'apparentait un peu à un sacrifice. C'était mangé par un homme, il est vrai, mais l'homme lui-même ne pouvait le consommer. D'abord, pas tous les hommes. Il y avait que le Kohen qui pouvait en manger. Un Israël ou un Lévi, par exemple, n'avait absolument pas le droit, sous peine de transgresser la loi de manière très grave, n'avait pas le droit de consommer cela. C'était sacré. Donc, seul un Kohen pouvait en consommer, un Kohen ou sa famille, et en plus de cela, il fallait que le Kohen soit en état de pureté. Oui, donc de n'importe quelle heure, certes, mais à condition d'être pur. Et là, Rashi nous dit donc... il faut quand même rappeler que pur, dans la tradition juive, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, avec cette expression en français. Ah oui, parce que cette expression en français, ou plutôt l'impureté, fait référence à la souillure, et ce genre de choses. Des connotations morales. Oui, c'est ça, ou physique, et en fait, ce n'est pas cela. Ce sont des connotations strictement juridiques. Il y avait une législation extrêmement complexe concernant la pureté. D'ailleurs, nous avions dit dans nos émissions introductives qu'il y avait 1/6 de la Mishnah qui s'appelle le Seder Tarot, c'est le dernier Seder qui était consacré uniquement à ces lois. C'est vous dire la complexité de ces lois, qui aujourd'hui d'ailleurs n'ont pratiquement plus cours, puisque elles sont liées essentiellement à la célébration du culte au temple, et quand il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de culte, et toutes ces lois sont tombées en fait en désuétude pour l'instant, et à une exception près, justement pour le Kohen, peut-être il convient de le rappeler ici, c'est que les Kohanim restent néanmoins soumis aujourd'hui à l'interdiction de contracter une impureté entre guillemets par contact avec un mort. À moins qu'il s'agisse des membres de leur famille très proche, son père, sa mère, son frère, ses enfants, sa sœur, eh bien, le Kohen n'a plus le droit aujourd'hui de rentrer en contact avec un mort. Et si, par exemple, un Kohen se trouve dans une maison où un Juif vient de décéder, le Kohen a aujourd'hui encore l'obligation de déménager tant que la dépouille se trouvera dans la même maison sous le même toit que lui.
Et donc, c'est de ce genre d'impureté dont on parle dans cette Mishnah. Alors, lorsque le Kohen... alors, que doit faire le Kohen pour être pur? Alors, suivant les modalités d'impureté qu'il a contractées, il y aura des processus de purification qui différeront d'une fois à l'autre. Mais il y a un point commun, un dénominateur commun, un fin de parcours qui est le même dans tous les cas, c'est le bain rituel. Quand arrive le moment, le Kohen qui donc est impur et n'a pas le droit de manger de la terouma, eh bien doit ensuite aller au mikvé, s'immerger dans le bain rituel. Et cette immersion dans le bain rituel doit impérativement se faire 2 jours avant le coucher du soleil. Donc, c'est bien une question d'heure. On commence à comprendre et à approcher l'histoire de l'horaire. Une fois que le soleil s'est couché, et nous verrons tout à l'heure, enfin plus tard un peu dans cette même page du Talmud, et une fois que les 3 étoiles seront sorties, que la nuit sera effectivement tombée, à ce moment-là, le Kohen sera définitivement purifié, et à ce moment-là, il pourra manger à nouveau sa terouma. Donc, en fait, d'après le commentaire de Rashi, la Mishnah, en fait, il faut la comprendre à partir du moment où les Kohanim, entre parenthèses et sous-entendu, qui avaient été impurs et qui sont en train de se purifier par immersion dans le bain rituel, à partir du moment où ils pourront rentrer et manger leur terouma à nouveau, c'est-à-dire à partir de la tombée de la nuit, la sortie des 3 étoiles, c'est à partir de ce moment-là également que tout le monde pourra commencer à réciter la Kriyat Shema. Donc finalement, c'est relativement simple. Il est dit dans la Kriyat Shema, dans le schéma lui-même, il est dit qu'il faut réciter le schéma à son coucher, au coucher. Le coucher, le Talmud vient nous dire, enfin la Mishnah là vient nous dire qu'il s'agit du coucher du soleil et que donc il faut impérativement réciter non pas le coucher du soleil, les 3 étoiles, la sortie les 3 étoiles. Il y a presque 1 heure, enfin ça dépend des régions. En Israël, il y a 18 minutes entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, mais en France, vous avez donc la nuit. En fait, c'est la tombée de la nuit. C'est la tombée de la nuit dans la tradition juive. Absolument. Bien, alors pourquoi, une question se pose, pourquoi la Mishnah n'a-t-elle pas explicité la chose d'une façon, je dirais, beaucoup plus simple et beaucoup plus claire? Pourquoi avoir fait allusion à la trouma et pourquoi ne pas avoir dit tout simplement, au lieu de dire Misha she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan, pourquoi ne pas avoir dit Misha she'akohanim Misha she'akochavim les étoiles yotzot. Misha she'akochavim. Voilà. Pourquoi ne pas avoir dit les choses d'une façon beaucoup plus simple? Eh bien, je vous félicite pour cette question, parce que c'est la question que le Talmud lui-même posera. Donc, ça prouve que vous avez parfaitement abordé la Mishnah avec des yeux tout à fait sains. Et vous voyez, d'une part, combien est différente la formulation de la Mishnah par rapport à ce que serait un code. Évidemment, un code, il irait directement au but et il dirait à partir de la sortie des étoiles. Le Talmud va poser la question, effectivement, mais nous verrons qu'il aura une réponse à cette question, et nous verrons qu'il y a dans la Mishnah des paramètres et des impératifs pour la formulation qui vont au-delà de ce que serait l'impératif d'un simple code. Bon, alors sans anticiper sur la suite, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, vraiment très rapidement, l'essentiel de la raison? Oui, enfin, c'est déflorer un peu le sujet, c'est dommage, mais je ne veux pas vous répondre. La Mishnah de la Gemara dira tout simplement que la Mishnah voulait m'enseigner 2 enseignements en un seul. Elle aurait pu dire à partir de la sortie des étoiles. Elle a profité de l'occasion pour nous enseigner, en fait, à partir de quel moment les Kohanim peuvent manger de la trouma. Oui. C'est-à-dire, en quelque sorte, que ce qui devait éclairer est devenu l'objet à éclairer. Ce n'est pas les Kohanim qui servent à éclairer le schéma, c'est le schéma, la formulation de la Mishnah par rapport au schéma qui va permettre de nous donner une information supplémentaire concernant les lois des Kohanim. Alors c'est intéressant parce que c'est une façon de procéder qui est typiquement talmudique et que l'on rencontrera à plusieurs reprises. On verra très fréquemment, on en parlera plus tard, c'est ce qu'on appelle Milta Agavur Kamashmalan. Une chose en passant, la Mishnah est venue nous enseigner. Bien, alors Monsieur le Rabbin, ça c'est donc le Nisha. À partir de quand est-ce que on doit lire donc le schéma? Et puis il y a une seconde question que la Mishnah ne pose pas explicitement, mais enfin qui est claire, puisque la réponse est donnée immédiatement. Ad sof à Ashmura Rishona, donc
jusqu'à quand peut-on dire le schéma? Et on peut remarquer que, alors qu'en ce qui concerne le début de l'horaire de la mitzvah de lire le Shema le soir, il n'y avait pas de débat dans la Mishnah, donc la chose était très simple. Par contre, concernant leurs limites de cette lecture, il y a dans la Mishnah 3 avis. Et là, vous venez de rappeler le premier avis, celui de Rabbi Eliezer, qui dit que c'est jusqu'à la fin de la première garde. Alors, de quelle garde s'agit-il? Attendez, on va peut-être donner les 3 avis rapidement. Alors, Rabbi Eliezer dit « Atsof ha'ashmora rishona », fin de la première garde. Et on va expliquer. Dans quelques instants. « Chachamim omrim ad chatzot ». Chachamim disent jusqu'à minuit. Et Rabban Gamliel dit « Ad sheyale amud hashachar » jusqu'à ce que monte la colonne de l'aube. Jusqu'à quand peut-on lire le schéma le soir? 3 réponses sont données par cette Mishnah, monsieur le rabbin. Alors, Rabbi Eliezer disait jusqu'à la fin de la première garde. J'invite nos auditeurs qui ont un texte devant les yeux à regarder le deuxième Rashi qui dit Shlish halayla, que de me faresh bigmara, c'est-à-dire le tiers de la nuit, comme il est expliqué dans la Gemara. Donc, Rashi, donc la première garde, c'est le premier tiers. Voilà, c'est le premier tiers. Et sachez une règle, lorsque Rashi dit, comme on l'explique dans la Gemara, c'est qu'il fait référence à une notion qui n'est pas suffisamment claire, mais il veut éviter au lecteur de s'attarder sur ce sujet en disant c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus, vous allez voir plus tard dans le texte de la Gemara, vous allez avoir toutes les explications nécessaires. Alors peut-être on va procéder de la même façon, mais dire quand même un petit mot pour savoir pourquoi le premier tiers de la nuit s'appelle une garde. Eh bien nous verrons ultérieurement que la nuit est divisée en plusieurs gardes, et si on dit qu'il y a 3 tiers, c'est qu'il y a 3 gardes. Et de quelle garde s'agit-il? Il s'agit des tours de garde des anges dans le ciel. Les anges sont chargés de louer le Seigneur et de chanter sa gloire, et ils se relayent
3 fois dans la nuit, et ce sont ces gardes-là auxquels il fait référence, et ce texte semble un peu suggérer que nous avons ici-bas un écho de ces gardes qui se font tout à fait dans un monde tout à fait extérieur à nous, et ce fera justement le thème d'un très beau texte que nous aurons peut-être l'occasion d'étudier plus tard. Voilà en ce qui concerne la première garde. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Les Chachamim, donc les sages. Alors qui sont ces Chachamim? Alors quand on dit dans la Mishnah les sages et qu'on ne donne pas un nom, ça suggère la plupart du temps qu'il s'agit de la plupart des auteurs. C'est-à-dire qu'il y a ici 3 avis. 2 avis sont des avis individuels, singuliers. Rabbi Eliezer d'une part, Rabban Gamliel de l'autre, qui était beau-frère d'ailleurs. Rabbi Eliezer est celui qui avait porté avec Rabbi Yoshua, son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment du siège par les Romains, il l'avait fait passer pour mort et transporté dans un cercueil, comme on sait. Et Rabban Gamliel est son beau-frère. Enfin, il y a quantité d'histoires. Oui, c'était pas n'importe qui, c'était parmi les plus grands maîtres. Oui, Rabban Gamliel de Yavne, ça se situe donc en fait tout de suite après la destruction du temple, dans les premières années de Kerem Yavne, de la grande yeshiva de Yavne. Et donc les Chachamim, donc ce sont la plupart des auteurs. Et en général, la halacha suit leur avis parce qu'il y a une règle que la halacha est faite en fonction du plus grand nombre. Halacha que divrei harov. Et eux, ils disent jusqu'à Chatzot. Alors, il faut bien expliquer ce qu'est Chatzot. Ce n'est pas minuit que nous avons à notre il y a bien une notion de moitié. C'est une notion de moitié. En fait, c'est la moitié de la nuit sur le plan astronomique. C'est-à-dire, c'est une manière très simple de la calculer. Vous prenez par exemple l'heure du coucher du soleil, qui est une donnée astronomique tout à fait connue. Vous voulez dire les 3 étoiles? Non, là je parle, j'aurais pu parler des 3 étoiles, mais c'est plus facile. Finalement, de parler du soleil, ça revient au même. Donc, tout le monde sait quand est-ce que le soleil se couche, on prend un almanach, et il y a aussi l'heure du lever du soleil. À l'équinoxe, ça fait 12 heures. Si vous prenez la moitié, à ce moment-là, ça sera exactement l'heure de Chatzot. Et chaque nuit, évidemment, ça change. Mais donc, Chatzot, c'est toujours la moitié du temps qui sépare le coucher du soleil du lever du soleil. Bien, 3e avis, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit jusqu'à la colonne, que monte la colonne de nuée. Ça, c'est une donnée qui n'est pas astronomique, mais c'est... La colonne de l'aube. La colonne de l'aube, pardon. Et ça, c'est une donnée qui n'est pas astronomique et qui correspond cependant à la fin de la nuit et le début du jour d'après la loi juive. Alors la question qu'il faut poser, c'est de savoir, mais d'où vient ce débat? Quel est le principe? Pourquoi l'un pense que c'est le première garde et l'autre pense que c'est la fin de la matinée? C'est pas très clair. La fin de la nuit, pardon, jusqu'au début de la matinée. De quoi cela dépend? Ici, Rashi nous donne un petit éclairage et il le complétera plus loin. Par gain de temps, je vous le résumerai. Rashi dit que tout tourne ici, en fait, sur le verset. Nous avions fait remarquer tout à l'heure que le verset ne dit pas le matin et le soir, en parlant... Oui, le verset du schéma lui-même. Le verset du schéma qui fait référence à la prescription. À l'intérieur du schéma, il y a une référence au fait qu'on est obligé, qu'il y a une obligation de lire le schéma le matin et le soir. Voilà. Et alors on ne dit pas le matin et le soir, justement, on dit à ton coucher et à ton lever. Beshor becha ou vekumecha. Et ici, la question est de savoir, en fait, comment définir à ton coucher. Alors, tout le monde semblait d'accord pour dire que le moment où on commence à aller se coucher le plus tôt, c'est à la sortie des étoiles. Effectivement, on n'est pas un couche-tard si on se couche à la sortie des étoiles. Mais, par contre, tout le monde ne semble pas être d'accord sur la fin de la période qui s'appelle le coucher. Oui, à partir de quel moment, finalement, on ne peut plus dire qu'il s'agit du coucher. Il s'agit du coucher. Alors, plus loin, Rashi expliquera ça de manière très simple et très claire, en disant que, à ton coucher, en français, on peut comprendre de 2 façons. À ton coucher, au moment où on va se coucher, c'est ça, le coucher, c'est le moment où l'on va se coucher. Ou bien à ton coucher, le moment où tu es couché. Tant que tu es couché, où on est encore couché. Alors de là, on comprend donc très bien. Donc à Moudachachar, évidemment, ça... C'est la période. À Moudachachar, c'est jusqu'à toute la nuit. Les gens sont couchés toute la nuit, ils se lèvent au petit matin. Et par contre, si je dis que c'est le moment où l'on va se coucher, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, ça s'arrêtera déjà à
la première garde, le premier tiers. Donc on comprend mieux le débat, mais alors Rachi pose une autre question qui est encore plus, je dirais, plus générale et qui nous concerne plus directement. Oui, et ça c'est tout à fait étonnant parce que nous avions vu en introduction que Rachi est un commentateur et qu'il est très systématique dans sa méthode. Il ne veut jamais faire de référence à la décision purement halachique et pratique. Et ici, il fait, dans ce premier Rachi sur Brachot, une dérogation à sa règle. Et il dit, mais alors je comprends plus comment ça se fait que nous, on fait pas comme ça. C'est-à-dire que nous, là il parle du début du coucher, du début de l'heure, nous faisons la mitzvah de Kriyat Shema le soir au Beit HaKnesset, à la synagogue, dit Rashi, nous le faisons avant la nuit. Comment ça se fait? La Mishnah nous dit qu'il faut faire ça à la sortie des étoiles, et nous faisons ça beaucoup plus tôt. Donc notre pratique ne correspond pas à la règle de la Mishnah. Et voilà donc quelque chose qui est essentiel. Quand il dit nous, ça veut dire tout simplement ce qu'il avait l'habitude de faire lui. C'est-à-dire nous voyons ici les rabbins français, c'est ça, les rabbins français du Moyen-Âge à Troyes et en Champagne et ailleurs. Et c'est très intéressant parce que nous-mêmes aujourd'hui aussi en France, la plupart du temps et en tout cas en été, on n'a pas toujours les moyens de faire un minyan en public à la tombée de la nuit quand il y a 10 heures ou 11 heures avec l'horaire d'été. C'est très difficile. Ça nous permet de rappeler simplement que ce n'est pas un débat purement intellectuel, il s'agit bien, il y a des applications pratiques évidentes. Oui, et la question que Rachi soulève fera en fait l'objet de du premier grand débat au niveau des Rishonim, c'est-à-dire des rabbins du Moyen-Âge, et ceux qui étudient le Talmud en profondeur, là on peut seulement y faire un paléco, vont énormément se consacrer à ce problème-là. Alors je vous cite simplement la réponse de Rachi. Rachi dit, effectivement, nous n'accomplissons pas la mitzvah de la lecture du Shema quand nous sommes à la synagogue. Quand nous faisons cela à la synagogue, c'est simplement pour faire précéder la Amida, c'est-à-dire la prière fondamentale du soir, les 18 bénédictions, le Shmoneh Esrei, par des paroles de Torah. Il se trouve qu'on a choisi la lecture du Shema comme parole de Torah, qui vont donc servir simplement de mise en condition pour communier ensuite avec Dieu dans la Amida. Donc ça veut dire qu'il faut redire le Kriyat Shema un peu plus tard. Voilà, alors il semble de Rashi qu'il faut redire le Kriyat Shema un peu plus tard, et Rashi précise quand même, mais de toute façon, si quelqu'un a fait sa lecture du Shema le soir avant de se coucher, Kriyat Shema Lamita, vous savez que dans les milieux, enfin d'après la halakha, on doit toujours, au moment du coucher, juste avant de se coucher, réciter le premier paragraphe du Shema. Une autre fois encore. Rashi nous dit, celui qui a fait cette lecture de ce premier paragraphe, par là même, c'est déjà acquitté de la mitzvah. Donc même, ça veut dire, même s'il avait oublié à la tombée de la nuit de refaire le Shema, il ne risquera jamais d'oublier parce qu'il a l'habitude de faire cette Kriyat Shema avant de se coucher. Bien, la prochaine fois, Monsieur le Rabbin, nous poursuivrons cette étude de la Mishnah. Très très vite, en quelques secondes, dites-nous ce qui va suivre. Eh bien, nous allons être surpris parce que la Mishnah va nous raconter une histoire. Alors qu'on a l'impression qu'on est en train d'étudier un code de loi, la Mishnah va nous raconter une histoire concernant Rabban Gamliel et ses enfants qui s'étaient attardés à un repas de mariage et qui avaient oublié de faire la Kriyat Shema en son temps et qui sont allés voir leur père pour savoir ce qu'ils devaient faire. Michel Guggenheim, je vous remercie et rendez-vous la semaine prochaine. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.